Bonjour déjà, et bravo d'être là. Alors ce qu'on voulait aussi, c'est vous donner la parole, donc on va essayer d'être assez rapide, voilà, pour que vous puissiez aussi réagir dans la salle, voilà, et du coup, on va introduire un petit peu sur le fait qu'on est tous opposés ensemble à cette réforme des retraites. Mais je te laisse introduire. Bonsoir à tous. Alors moi c'est pour sourire, c'était déjà connu, mais on est surtout très attaché au fait que cette bataille, elle est engagée, toute organisation syndicale confondue, que ce soit au niveau national et réfracté dans le département, c'est la même configuration et c'est extrêmement important pour obtenir gain de cause sur cette bagarre contre le recul de l'âge de départ en retraite et contre l'allongement de durée de cotisation. On ne peut pas séparer les deux et sans doute qu'on aura la possibilité de vous démontrer en quoi l'un pourrait sauter, que pour autant on n'aura rien réglé, puisque en particulier l'allongement de durée de cotisation a de graves effets sur la carrière des uns et des autres. Alors d'abord sur le contexte dans lequel nous sommes. Il faut d'abord vous rappeler un certain nombre de chiffres. Pas beaucoup, je vous promets. Mais le premier qui est quand même très significatif, c'est le montant des aides publiques accordées aux entreprises tous les ans. Nous sommes à un montant de 140 milliards par an accordés comme aide publique aux entreprises. Sans condition, sans contrôle, sans aucune évaluation et sans aucun effet sur l'emploi. Je pense que c'est extrêmement important et on a quelques tableaux extrêmement importants qui démontrent bien tout ça. Et dans un contexte où, s'il devait y avoir des priorités, c'est sans doute la question des salaires. Il y a des tas de mouvements de grève engagés en ce moment dans des tas d'entreprises. J'ai quelques exemples, pas forcément dans ce département, mais notamment un mouvement de grève engagé depuis vendredi dernier dans les Vosges, dans une entreprise de sous-traitance de métallurgie, de pièces automobiles. Les gars, ils sont en grève, enfin les gars et les filles, ils sont en grève depuis vendredi dernier, nuit et jour, à 98% de grévistes. Bravo. C'est donc... Et avec une exigence de taux d'augmentation générale à 6%, ce sans quoi ils n'accepteraient pas de rentrer, en tout cas en l'état actuel des choses. Il y a d'autres mouvements de ce type. Et les négociations annuelles obligatoires, dites obligatoires, d'ores et déjà engagées, démontrent que les employeurs, les entreprises n'ont pas l'intention de lâcher, et en tout cas certainement pas au niveau de l'inflation. On est dans ce contexte où les coûts de l'énergie, enfin je ne vous fais pas le dessin, vous savez bien ce qu'il en est. Alors les priorités, s'il devait y en avoir, de notre point de vue, c'est bien sur ces questions-là qu'il faudrait que ce gouvernement s'attache à améliorer la situation plutôt que l'inverse, puisqu'en réalité, non seulement il y a les aides publiques aux entreprises, mais il y a toutes les exonérations sociales. Et on n'arrive même pas à chiffrer tellement il y a de dispositifs qui s'ajoutent les uns aux autres. Et tout ça, eh bien, fait que, bien évidemment, les caisses de sécurité sociale, il y a les retraites, mais il n'y a pas que les retraites, ne bénéficient plus des rentrées, des recettes nécessaires pour faire fonctionner et satisfaire les besoins en cas d'accident de la vie ou en arrivant à la retraite. Donc, c'est une arnaque, on ne va pas se cacher les choses, c'est une arnaque et c'est surtout une politique gouvernementale qu'il faut condamner, qu'il faut combattre. Et cet élément concernant les retraites, ça n'est qu'un élément fondamental, mais un élément parmi d'autres dans la politique menée par le gouvernement. Alors j'ai conscience que ça y est, je suis déjà un peu longue, donc je vais passer la parole à mon voisin.
Et puis, on va pouvoir détailler un certain nombre de choses au fur et à mesure et répondre à vos interrogations si possible. Merci. Moi aussi, je voulais aborder 3 chiffres. 3 chiffres pour faire état de l'opinion publique, parce qu'on sait bien que cette bataille contre la réforme des retraites, c'est une bataille de l'opinion. On a vu le gouvernement dérouler un certain nombre d'arguments à longueur de chaînes de télé et de radio. Ils nous disent cette réforme, elle est absolument nécessaire. Elle est juste, elle est efficace. Il y a un sondage qui est sorti hier et qui montre bien que nous sommes en train de gagner la bataille de l'opinion. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. À la question est-ce qu'elle est nécessaire, 54% des Français disent non, elle n'est pas nécessaire. Est-ce qu'elle est efficace? À 62% des Français disent non, votre réforme est inefficace. Puis enfin, le fameux, mais cette réforme, elle est juste. Elle est juste puisque les petites retraites, puisque les carrières longues, etc. Eh bien, 74% d'entre nous disent cette réforme est injuste. Donc notre combat est légitime. Nous avons l'opinion publique avec nous et c'est pour ça que nous allons gagner et que nous allons obtenir le retrait de cette réforme. Pour la CFDT. D'accord. Alors moi je suis Olivier Godichaud pour la CFDT. Alors je suis d'accord avec mon voisin, c'est une réforme qui de toute façon sera injuste, inégalitaire, qui sera inutile, comme le COR l'a démontré. Il n'y a pas besoin en fait de faire quoi que ce soit, c'est juste un déficit prévu qui ne va pas dépasser 3%, donc c'est vraiment pas justifié. Ça serait une réforme qui sera inefficace, qui sera inéquitable, ça va toucher les personnes les plus précaires, les plus petits salaires, ça va toucher les femmes principalement qui ont des écarts de salaire importants. Et ce qui est prévu en fait c'est une réforme qui ne réglera rien du tout. Il y a d'autres façons de travailler et voilà, il faut qu'on arrive à faire comprendre à ce gouvernement que de toute façon il faut que ça soit non à cette réforme et on va obligatoirement faire ce qu'il faut mardi prochain. On sera dans la rue pour aller contre. Bonsoir à toutes et à tous, Hervé Auguin pour Solidaire 119. Je ne vais pas vous parler de chiffres, moi, parce que je pense qu'il va y en avoir beaucoup ce soir. Peut-être vous parler de notre projet de société, peut-être du vivre ensemble, parce que les chiffres, on entend partout, toute la journée, dans les usines, dans les entreprises privées, dans la fonction publique. Peut-être parler plus des individus. Nous, on a un projet de transformation sociale à Solidaire et on affirme que la vie d'une personne, elle doit commencer par une période d'apprentissage, d'instruction, l'école, la fac, ce que vous voulez. Ensuite, une période où on travaille, durant laquelle on travaille. Et puis une troisième période durant laquelle on se repose. Et ce que nous propose le gouvernement Borne avec le président Macron et puis le soutien bienveillant des patrons et notamment du MEDEF, c'est de réduire la période de repos, durement gagnée, très durement gagnée d'ailleurs pour un certain nombre de salariés qui ne verront même pas la retraite puisque leur espérance de vie est tellement basse qu'ils n'atteindront jamais la retraite. Donc il y a un projet de vie, un projet de société, un autre projet de société qui est possible. Il est possible parce que, évidemment, l'objet central, c'est toujours comment on finance. Mais comment on finance dans un pays riche, très riche comme la France, c'est facile. Il suffit de promouvoir une autre répartition des richesses que nous produisons, nous tous, individuellement et collectivement. Et donc répartir des richesses pour mettre l'argent là où on en a besoin, là où on veut qu'il soit, pour protéger les individus
et notamment les plus précaires, hein, qui vont être les plus durement touchés, comme le rappelait le camarade de la CFDT. Hein, ça va être les femmes, les carrières incomplètes. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, on l'a bien vu récemment avec la réforme de l'assurance chômage, qui culpabilise et vise encore toujours et encore les plus précaires. Donc, on est dans un moment, une longue période de régression sociale depuis des années, et notamment au niveau des retraites. Hein, je crois qu'il faut encore le rappeler. Hein, depuis 82, on a toujours subi ça, et on est à Solidaire très attaché à l'unité syndicale parce qu'on est tous contre, et c'est un enjeu majeur qui concerne tout le monde, toutes les générations, et on ne va pas lâcher, on va se battre et on va gagner. Voilà, je vous le dis, on va gagner. Oui, bonsoir à toutes et tous, Romain Guillot pour Eco-Avenir. Avant qu'on aille un peu plus loin et que je puisse vous expliquer en quoi cette réforme des retraites va toucher les plus jeunes et en quoi elle est néfaste pour les plus jeunes d'entre nous, j'aimerais appuyer quand même sur le caractère injuste de cette réforme. On en a beaucoup parlé, mais cette réforme elle est injuste pour toutes les catégories socio-professionnelles, pour les femmes, bien entendu. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Il y a plein de contre-vérités qui sont dites, mais cette réforme elle est purement antiféministe. Cette réforme elle va détruire encore plus ce modèle égalitaire que nous, en tout cas, on souhaite. Cette réforme, c'est une réforme toujours pour les mêmes, les plus riches. C'est une réforme qui est tout simplement qui n'est pas populaire, comme Pascal a pu le rappeler, puisque malgré l'opinion publique, le président Macron n'en fait qu'à sa tête et souhaite appliquer cette réforme. Donc je pense que le moment il est venu pour nous tout simplement de prendre conscience que cette réforme elle ne passera pas, puisque on a gagné des combats des fois avec l'opinion publique qui n'était pas tout le temps derrière nous, puisque beaucoup de contre-vérités peuvent être dites dans les différents médias, mais là elle est avec nous, l'opinion publique. C'est un bon espoir. On peut voir que dans les médias, beaucoup et certains nombreux députés en Marche, Renaissance, Modem, finalement réfléchissent et disent que finalement cette réforme peut-être qu'ils ne la voteront pas. Alors on les appelle des frondeurs. Alors, je ne sais pas ce que ça en vaut, si ce sont vraiment des frondeurs, mais je pense qu'aujourd'hui le vent tourne et le 31 sera une date clé dans cette mobilisation, et on doit toutes et tous être unis pour se battre contre ce saccage social, puisque cette victoire en amènera d'autres, j'en suis convaincu. Donc battons-nous pour nos retraites, battons-nous aussi pour notre futur, parce que c'est de ça dont il est question, et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Les plus jeunes seront aussi je vais pas dire les plus durement touchés, mais presque, puisque on verra ce que cela donne. Mais voilà. Donc je voulais revenir sur ça avec vous, et puis je reviendrai tout à l'heure sur l'impact sur les jeunes. Sylvie Dupuy-Duluc pour la CFE-CGC. Alors nous, c'est un petit peu atypique aussi qu'on soit là, parce que ça fait 12 ans qu'on n'est pas venu autour de la table de l'intersyndicale. Donc c'est dire si le problème, le sujet est très très important. Voilà. Moi, je reprendrai les propos qu'a tenu François Auril, notre président confédéral. Nous sommes opposés de façon ferme et absolue contre ce projet de réforme. Pour nous, ces mesures sont extrêmement violentes socialement, tant par leur ampleur que par le rythme où elles sont mises en œuvre. Il s'agit d'une atteinte à la liberté de choix du futur retraité et un éloignement de l'horizon utopien pour des générations très proches de la retraite. Nous estimons qu'il faut avant tout travailler sur le maintien en emploi des seniors. Parce qu'il faut quand même savoir que quand un senior liquide sa retraite à 62 ans, 1 sur 2 n'est déjà plus en activité pour des raisons diverses et variées. Donc voilà, si on maintient l'emploi des seniors, ça améliorera les recettes d'un système qui n'est pas en péril, et on ne fera pas ainsi peser le recul social, notamment sur les futurs retraités. Moi, j'espère que le mardi 31, nous serons encore plus nombreux que le 19. Ils ont été surpris, mais il faut qu'ils le soient encore plus. Si on n'est pas plus nombreux dans la rue le 31, j'ai peur pour l'avenir de ce projet. Bonjour à tous, Michel Dornet, donc je représente la CFTC.
Donc, comme l'intersyndicale, pour la CFTC, hein, c'est un non à cette réforme. Alors, je vais un peu plus préciser et développer pour les carrières longues et pour les seniors. En fin de compte, les 1961 et 1972 sont des générations qui vont être sacrifiées. Donc, pour la CFTC, concernant cette réforme, ce n'est pas un modèle de société auquel nous adhérons. On parle de 44 années de cotisation pour des carrières longues. Ce n'est pas concevable. Cette réforme, elle va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Les plus précaires, évidemment, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population. Et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue à l'heure actuelle. Pour les seniors en fin de carrière, c'est inconcevable. Cela fait un effet domino, car évidemment, les seniors qui restent en emploi empêchent l'embauche des jeunes qui sont sur le marché du travail, évidemment. Et on n'entend pas du tout parler non plus des fameux malus que vous avez sur les carrières longues. Que va-t-il être? Voilà, tout cela est très obscur. Mesdames, je parlerai aussi, en pensant à vous, pour les femmes, vous aussi, vous êtes les plus grandes perdantes de cette réforme. Cette réforme, elle va concerner que 28% des femmes. Donc le fameux 1200 brut, on est bien sur du brut. Et l'autre jour, à la télé, M. Véran parlait de 4% de charge, pas 4, c'est 10,3% de charge que vous avez à la retraite. Donc la cause, malheureusement, mesdames, c'est des carrières incomplètes le plus souvent, du travail haché, le plus souvent des temps partiels, de par votre vie familiale, la garde des enfants, et malheureusement aussi des emplois avec des salaires moins importants que les hommes. Donc voilà, la CFTC, voilà, on est non à cette réforme, et on suit l'intersyndicale évidemment. Soyons nombreux, franchement. Alors on va recommencer à ce bout parce que nous on s'était pas présenté, c'est pas bien. Donc David Bodin pour la CGT, voilà, et effectivement le but quand même c'est de conserver toute cette intersyndicale pour aller retirer entièrement le projet de réforme des retraites qui nous est proposé par Macron, voilà, parce qu'il fait mal, et il fait mal au-delà de tout ce qui a déjà été fait comme contre-réforme. Voilà, et on voulait vous donner un petit peu quelques petits exemples pour illustrer un peu ça. Du coup, moi, j'ai un exemple que je connais bien parce que c'est moi. J'ai commencé à bosser à 20 ans, en 2007. Voilà. Dès que j'ai commencé à bosser, il y a eu la réforme Fillon, qui est arrivée un peu après, voilà, qui m'a dit, en fait, tu devais bosser pendant 40 ans, pendant 41 ans, jusqu'à tes 60 ans, maintenant tu vas bosser jusqu'à tes 62 ans. Et puis quelques temps après, il y a une réforme qui est arrivée, la réforme Touraine, qui m'a dit, va falloir que tu bosses pendant 43 ans. Donc c'était plus 62 pour avoir une retraite à taux plein, c'était 63. Et puis là, qu'est-ce qu'on me propose? C'est la réforme Macron qui me dit, tu vas bosser jusqu'à 64 ans. Donc là, on parle même plus des 43 annuités, ça veut dire que je bosserai 44 ans pour aller à 64. Et du coup, c'est intenable. Voilà. Et si on a des petites différences sur la manière de revendiquer, en tout cas, ce qu'on connaît tous comme chiffre, c'est que majoritairement, les Français revendiquent la retraite à 60 ans. Et du coup, on va tout mettre en œuvre pour faire tomber cette réforme des retraites et continuer de porter les revendications majoritaires. Alors, d'abord, Monsieur Macron, il faut que je me représente. Jocelyne Bossan, secrétaire générale FO de Sèvres. Cette réforme elle serait nécessaire, vous savez, puisqu'il faut sauver le système par répartition. Ils ne sont pas culottés, hein. Rappelez-vous quand même qu'il y a 2 ans, il fallait liquider le système par répartition parce que c'était beaucoup mieux le projet qu'ils avaient, la retraite par points. Vous vous souvenez du régime universel par points. Comme quoi, tout est possible avec ces gens-là, il faut dire que ce sont des politiques, donc on est un peu habitué. De déséquilibre, désolé, il n'y a pas. Nous le savons, le corps
le Conseil d'orientation des retraites le dit lui-même. Nettement, il n'y a rien qui justifie la remise en cause du système tel qu'il existe. Et avec la durée de cotisation d'ores et déjà trop longue à notre goût, et un âge de départ légal en retraite qui est aussi déjà très éloigné. Je rappelle quand même que nous étions à 60 ans avec 37 annuités et demie de cotisation il y a une vingtaine d'années. On devait la récupérer, paraît-il, en 2012. Bon, ça n'a pas marché, visiblement. Bon, ça c'est pour le plaisir. Bien. Il s'agit pour ces gens-là de poursuivre, comment dire, l'attaque sur le coût du travail, comme ils disent. Il faut faire suivre le burnous à tous et le plus longtemps possible. Autrement dit, il faut que ça nous coûte, ça leur coûte de leur... Parce qu'ils sont quand même gonflés, ils disent que ça leur coûte. Je rappelle quand même que ce sont nos cotisations qui financent ces systèmes de protection sociale et les retraites en particulier. Donc, il n'y a rien à régler du point de vue du déséquilibre. 2, c'est une volonté de démanteler les systèmes tels qu'ils existent de protection sociale, parce qu'on pourrait même aller au-delà du sujet des retraites. Quant à nous proposer cette réforme, en réalité, ils ne veulent pas nous la proposer, ils veulent l'imposer. Vous avez vu depuis quand même quelques années à quelle sauce ils mettent les projets de loi quand ils sentent qu'ils n'auront pas la majorité ou parce qu'il faut aller vite, c'est à coup de 49.3. Alors là, ils ont trouvé un autre article, le 47.1, qui liquiderait l'affaire en quelques semaines. C'est ce qui fait que, grosso modo, fin mars, il faudrait que l'affaire soit bouclée. J'allais dire mes camarades, mais oui, mes camarades et tous, ici, et bien au-delà, c'est sûr, cette bataille-là, on n'a pas de choix. Et je pense que tout le monde l'a compris. Il faut absolument qu'on mène cette bataille et que, contre, y compris ce que dit Elisabeth Borne, qui a déclaré « le travail, c'est l'émancipation », ben, qu'on en revienne à d'autres notions, parce que celle-ci, elle a quelques relents qui datent eux aussi d'une certaine période et qui sont parfaitement scandaleux. S'il y a des moyens à mettre quelque part, c'est dans la jeunesse, dans l'école, dans la liquidation de Parcoursup, pour permettre l'accès aux études supérieures, pour permettre l'accès à des vrais diplômes, à des vraies carrières, etc. Mais ce n'est pas de ça dont ils veulent. Effectivement, c'est d'un autre système, d'une autre société, où chacun est face à son sort individuel, et comment chacun devra alimenter ce sort, soit par des cotisations individuelles, soit par des assurances particulières, etc. J'ai un cas, moi aussi, à citer. Il y a une entreprise dans les Deux-Sèvres qui va fermer fin mars. C'est la base Intermarché de Gournay. C'était une population pas très jeune dans l'entreprise, et donc beaucoup de ceux qui vont être licenciés fin mars ont un âge assez avancé. On a un camarade qui avait fait ses calculs et puis qui, avec un projet de reconversion, plus l'assurance chômage telle qu'elle existait avant la réforme de fin d'année dernière, bien grosso modo ça pouvait le conduire à la retraite, j'allais dire pas tranquillement, mais à peu près quand même. Il est né en 65, donc il subit la réforme de l'assurance chômage et il subirait éventuellement, si on ne gagnait pas, mais c'est pas le cas, on va le gagner, cette réforme-là. Eh bien, il aura 2 ans minimum sans aucun revenu. Donc, c'est lui, et des tas d'autres autour de lui. Et des boîtes, là on sait qu'il y en a un paquet qui vont tomber. Parce qu'on sait qu'il y a les coûts de l'énergie, que certaines entreprises ne peuvent pas, j'ai encore appris aujourd'hui, un restaurant qui va fermer parce que les coûts de l'énergie font qu'à 6 mois, ils ne peuvent pas tenir. Plus l'augmentation des coûts des matières premières. Donc, mes camarades, cette bataille, elle est engagée et on est effectivement parfaitement déterminés parce qu'au-delà de l'âge légal de 64 ans, des durées de cotisation, mais combien devront aller même au-delà de 67 ans pour faire une carrière complète? Encore faut-il être vivant. C'est pas un tableau très rose, évidemment.
Mais il n'y a pas d'autre solution que de mener la bagarre. Et de ce point de vue, on a quelques chiffres qui nous rassurent. Parce que des assemblées générales commencent à se tenir un peu partout, et notamment dans les universités. La jeunesse est en train de s'emparer du sujet, parce qu'on nous dit, les jeunes, ils n'y croient pas à la retraite. Ah ben, avec la propagande qu'ils mènent, c'est évident qu'il y a quelques inquiétudes, et en tout cas quelques doutes. Mais les jeunes, ils voient leurs parents, et ils ont vu leurs grands-parents. Et ils voient bien que avec les carrières qu'ils ont, avec les difficultés qu'ils ont, eux-mêmes pour s'engager sur le marché du travail, ça va être extrêmement compliqué, y compris avec les salaires tels qu'ils sont malmenés dans ces dernières périodes, que ça va être extrêmement compliqué pour la suite des événements. Donc ils ont tout intérêt à l'amener, cette bagarre. Et ils ne sont pas idiots, et cette bagarre, ils l'engagent. Donc le 31 sera massif, et ça dépend aussi de nous tous, mais comme le disaient les chiffres de l'opinion publique, bon, ça peut être une donnée un peu volatile, mais il n'empêche qu'à chaque fois qu'un ministre ouvre le micro, il se prend les pieds dans le tapis et il nous fournit des arguments supplémentaires contre leur propre projet. Donc, c'est une bagarre qu'il faut qu'on continue. Et partout où les assemblées générales peuvent se tenir dans les entreprises pour engager la discussion, aussi bien sur la question des retraites que sur la question des salaires et des conditions de travail, bah c'est, j'allais dire entre guillemets, l'occasion d'avoir ces discussions-là autour de nous et d'engager véritablement la grève qui fera gagner cette bataille. Donc Pascal Fusa pour la FSU. Moi, contrairement à David, je ne vais pas prendre mon cas. Parce que si je prenais mon cas, vous seriez capable de me jeter des chaises. Parce que comme Elisabeth Borne, j'ai la chance d'être né avant le premier trimestre 61. En revanche, je suis enseignant et j'avoue que je pense à tous mes collègues qui, justement, eux, sont nés après et qui vont devoir supporter la double peine de cette réforme, pas que de celle-là, mais celle de Touraine aussi. Parce que c'est facile de faire des comptes. Être enseignant, c'est quand vraiment on est sûr de ses choix professionnels et qu'on n'a pas eu d'accroc du tout dans ses études, c'est commencer en gros à 23 ans, au mieux. Vous faites le compte, 23 plus les 43 ans de cotisation, ça nous amène déjà à 66 ans si on ne veut pas avoir de décote. Donc effectivement, pour mes collègues, le passage à 64 ans, c'est presque de l'histoire ancienne. Et imaginez, pour vos enfants, avoir des enseignants qui auront 64, 65, 66 ans. Est-ce bien raisonnable? Voilà. Jocelyne parlait, à juste titre, d'investir dans l'éducation. On a l'impression qu'effectivement, on marche complètement sur la tête. Alors oui, il faut absolument que mardi, on soit encore plus nombreux que jeudi dernier, et ça, c'est aussi de notre responsabilité. On a le week-end pour convaincre autour de nous. Alors, pas convaincre les militants, parce qu'on sait qu'eux, ils sont déjà convaincus, mais convaincre nos connaissances, nos voisins, nos amis, qui, eux, n'ont pas l'habitude de venir manifester, qui n'ont pas ça dans leur ADN, dans leur culture. Et c'est eux qui vont faire pencher la balance du bon côté, et c'est eux qui feront que nous ne serons pas 8000 comme jeudi dernier à Niort, mais qu'on sera plus de 10 000. Et c'est comme ça qu'on gagnera. Moi, je vais vous parler de Sylvie. J'ai rencontré Sylvie à la manifestation l'autre jour. Elle est venue me voir et elle m'a expliqué. Elle m'a dit, voilà, moi je suis serveuse. Je travaille avec des clients qui souvent n'ont pas le temps. Ils sont pressés, ils sont impatients, parfois pas très sympathiques. Et il me reste plus que 4 ans pour aller à la retraite. Et je me dis que comment je vais faire pour tenir le coup pour aller jusqu'à ma retraite. Et là, du coup, on va en plus me rajouter du temps en plus. Donc, je suis absolument contre cette retraite. Les organisations syndicales, je ne connaissais pas avant. Je commence à m'intéresser un peu plus, mais sans pour autant
suivre les idées des syndicats. Moi, je suis une personne qui travaille et je suis fatigué et j'ai envie simplement de dire non au gouvernement contre cette réforme des retraites. Alors peut-être aborder justement, pour prendre la suite, un des points qu'on nous vend et qu'il faut déconstruire rapidement, hein, et avec beaucoup d'assurance, c'est que l'équation qu'on nous propose Borne et ses pantins et puis Frankenstein-Macron, c'est de dire la société vieillit, donc il faut travailler plus longtemps. Voilà, bon, ça c'est la bonne équation, qui ne veut rien dire déjà, parce que l'augmentation de l'espérance de vie, elle est déjà grignotée par les précédentes réformes, et donc le nombre d'années passées en retraite, il diminue. Voilà, c'est la tendance. Donc, encore une fois, c'est le projet de vie, c'est le projet de société qu'on veut avoir, mais c'est celui aussi qu'on ira chercher tous ensemble. Et je veux revenir sur les mobilisations. Nous, à Solidaire, on pense que, et on espère que le 31, ce sera un succès, mais il faudra tout de suite anticiper, se projeter. Ils ne lâcheront pas comme ça. On croit à la victoire, on croit à l'unité syndicale. Je crois que moi, j'ai animé aujourd'hui dans mon entreprise avec des camarades de FO, de la CGT, des réunions d'info du personnel. Moi, je travaillais à l'IMA, intermittent de l'assistance à New York, pour ceux qui connaissent. Le maître mot, c'est unité syndicale et comment on soutient d'une façon ou d'une autre les secteurs qui vont peut-être rentrer le plus dans le dur prochainement. Je suis pas sûr qu'à IMA, on rentre en grève reconductible. Par contre, on peut soutenir. On peut soutenir peut-être des secteurs qui vont pouvoir bloquer le pays, parce qu'il n'y a que comme ça que malheureusement on va pouvoir passer. Les avancées sociales, elles se sont faites dans la rue, en mobilisant et en bloquant. Alors c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas génial pour les bas salaires de perdre de l'argent, mais malheureusement le constat il est celui-ci. Alimenter les caisses de grève de secteurs qui sont plus en lutte que celui dans lequel on travaille, c'est une éventualité. Nous, on appelle à débrayer, peut-être, on ne sait pas, c'est la rencontre avec la salariée qui vont le déterminer, mais il faut qu'il y ait une démarche collective de tous et de toutes dans tous les secteurs pour que, collectivement, chacun prenne sa part. Et nous, on va prendre notre part. Ça, c'est important. L'unité syndicale, c'est le collectif. C'est les 78%, voire plus, de Français qui sont contre. Macron n'a pas été élu sur ce projet, sur cette réforme. Ça aussi, c'est un mensonge. Voilà, donc il y a beaucoup de déconstruction à faire, et on est là pour participer à cette déconstruction et pour participer à la lutte. Voilà. Oui, alors je sais pas s'il faut se représenter. Non, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup d'être venu là ce soir. Je pense que c'est important de le souligner. Parce que quelque part, cette réunion publique, elle prend tout son sens. Puisque, bon, on est bien sûr dans la contestation de cette réforme, mais je pense qu'il est important aussi d'être dans la compréhension de cette dernière pour mieux la combattre, et également d'être force de proposition, et je pense qu'on l'est aussi, et pour pouvoir poser un cadre clair, et tout simplement pouvoir poser notre projet à nous, notre projet pour nos retraites. Alors certains pourraient se demander quelle est la place de jeunes ou d'un mouvement de jeunesse dans la lutte contre cette réforme des retraites, puisque c'est vrai que quelque part c'est un peu lointain pour nous, mais je vais essayer d'y répondre nettement. La réforme des retraites, elle a été annoncée il y a quelques temps, et depuis, force est de constater que la riposte, eh bien, elle s'organise. Et que tout doit être mis en place pour faire plier le gouvernement. Et cette lutte, elle doit être celle d'un tous ensemble. Cette lutte, elle doit être celle des facs. Cette lutte, elle doit être celle des lycées. Cette lutte, elle doit être aussi celle des jeunes. Alors tout d'abord, pour nous les plus jeunes, cette réforme, elle n'a qu'un seul but. Nous faire mourir au travail. En effet, avec cette réforme, nous devrons cotiser aux alentours de 43 à 44 ans. Alors je vais prendre quelques exemples concrets, quelques exemples de mes camarades d'Éco-Avenir, des adhérents, des élus, au sein de notre association.
D'abord, je vais commencer avec Enzo. Enzo, il a 24 ans. Il a eu un parcours compliqué. Au début, il ne savait vraiment pas dans quelle filière aller. Il a entamé une licence qu'il n'appréciait pas vraiment. Et là, depuis quelques années, il est dans une nouvelle licence qui lui permet de s'épanouir. Et il prévoit de repartir sur un master, donc 2 ans de plus, puisque cela lui correspond. Ainsi, si on compte le temps qu'il l'amènera sur le marché du travail, c'est-à-dire entre 27 et 28 ans, Enzo pourra partir à la retraite à temps plein à 71 ans, environ. Je vais vous prendre un autre exemple, celui de Lucie. Elle est titulaire d'un CAP, elle a enchaîné plusieurs travails avec des périodes de chômage. Et elle compte reprendre 2 années d'études pour passer un BTS. Si cette dernière, si on compte le laps de temps pour qu'elle trouve un travail, etc., cette dernière partira à la retraite dans ces eaux-là, entre 71, 72, peut-être même 73 ans. Enfin, je peux vous parler de mon exemple. David a parlé du sien. Alors moi, j'ai seulement 18 ans, mais suite à une erreur de Parcoursup, je n'ai pas pu continuer ma licence cette année, donc j'ai dû bien sûr trouver un emploi, ce qui a été assez compliqué. Et donc là, aujourd'hui, j'effectue un service civique. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelque chose de très ingénieux, de très malin trouvé par le gouvernement, puisque c'est des petites missions qui sont malgré tout assez... Moi j'adore, moi je travaille dans les écoles avec des enfants de quartiers prioritaires, c'est super. Mais la petite subtilité, c'est que nous ne sommes pas salariés, nous sommes indemnisés. C'est-à-dire que nous ne cotisons pas. Donc pour environ 30 heures de travail par semaine, nous avons une indemnisation de 500 € qui nous est versée tous les mois, mais qui n'est pas une cotisation. Bon, in fine, bien sûr, je prévois de poursuivre mes études, de partir sur un master, de passer un concours, ce qui m'emmène sur le marché du travail aux alentours de mes 25 ans et des poussières. Ainsi, je ne pourrais prétendre à partir à la retraite, si tout va bien, entre 68 et 69 ans. Dans le pire des cas, ce sera comme mes camarades, 70, 71. Vous l'aurez donc compris, cette réforme des retraites, elle est meurtrière pour les plus jeunes, puisqu'elle nous poussera à travailler, clairement, et je pense qu'il faut insister, jusqu'à notre mort. Quand on connaît déjà les nombreux maux dont souffrent les plus jeunes, anxiété, dépression, est-ce vraiment raisonnable? Cette réforme, elle est très forte, puisqu'elle aura un impact aussi sur la qualité de formation des plus jeunes, mais également sur leur confort d'apprentissage. Vous le savez, il y a de moins en moins de professeurs, de plus en plus d'élèves, de moins en moins de moyens. Et ainsi, avec cette réforme, les professeurs devront travailler, bien entendu, plus longtemps, avec toutes les contraintes que l'on peut imaginer. Mais alors, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour nous assurer une retraite digne et en bonne santé? D'abord, ça a déjà été dit, la retraite à 60 ans. Ça, c'est très important. Mais nous avons une autre revendication. Et elle est très importante pour nous. C'est la prise en compte du parcours universitaire. C'est-à-dire que de plus en plus de jeunes font des études longues. De plus en plus de jeunes font des études tout simplement. Et ces études devraient être prises en compte dans le parcours professionnel des plus jeunes, pour leur permettre d'avoir une retraite digne et de pouvoir en vivre. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que nous rejoignons. À la CFE-CGC, nous avons un nombre important d'adhérents qui sont cadres. Nous avons aussi des techniciens et agents de maîtrise en grand nombre. Il faut quand même savoir, un technicien, par exemple, c'est un téléconseiller sur une plateforme d'assurance. C'est compliqué de penser qu'il pourra supporter le casque jusqu'à 68 ans, ou 64 ans même. Où on peut s'inquiéter, effectivement, c'est avec la non prise en compte effectivement des années d'études où les jeunes ne travaillent pas, ils sont plus souvent en stage et ils ne sont pas rémunérés, donc ne cotisent pas. Moi, je suis quand même inquiète pour certains métiers, alors, notamment dans l'ingénierie. Je ne sais pas si j'ai envie
qu'on confie une centrale nucléaire à un ingénieur de 68 ans ou de 70 ans. Voilà. Ça peut être dangereux, peut-être, quand même. Sur le bouton vert. Faire avec aussi. Voilà. Il y a dans la réforme un certain nombre de points qui sont un petit peu agaçants. Notamment, bon, on en a déjà parlé de l'emploi des seniors. Et on peut faire un indice de l'employabilité. Bah, c'est bien, c'est une belle intention. Alors déjà, on ne pourra pas le faire dans le 47.1 qui va précéder les 49.3 avant les ordonnances entre les deux. Voilà. Il faut savoir quand même que cet indice de l'employabilité des seniors, il n'y aura pas de pénalité financière, sauf s'il n'est pas publié par les entreprises. C'est pas difficile de publier quelque chose. Mais la contrainte, il n'y en aura pas derrière pour les obliger à employer des seniors. On parle des comptes de pénibilité aussi. Et on en a aussi, nous, à la CFE-CGC, des gens qui sont concernés. Mais on fait comment pour faire le suivi renforcé de ces gens-là si on n'a pas de médecin du travail? Parce qu'à l'heure actuelle, même une visite de reprise, ce n'est même pas possible. La mise en place d'un mi-temps thérapeutique est souvent bloquée parce que le médecin du travail est absent. Donc voilà, toutes ces choses-là sont importantes. Et bon, comme vous avez déjà tout dit, je vais passer la parole à mon collègue. Oui, je rejoins tout cela, oui, tout a été dit et encore il y a beaucoup de choses à dire. On parlait des apprentissages. Vous savez quand même que les apprentis 16, 17, 18, et c'est au bout du compte qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à avoir nos trimestres ou que les cotisations sont moindres. Parce qu'un apprenti de 16 à 17, en fin de compte, par l'exonération des charges et les cotisations minimes, sur une année de travail, un apprenti, eh bien, on lui retient qu'il n'a qu'un trimestre à la fin, sur une année de travail. Donc sur 2 ans, 2 trimestres. Donc vous vous rendez compte, au bout du bout, il aura travaillé combien d'années? Donc ça, on l'oublie fortement. Après, oui, on parlait évidemment des enseignants, des classes évidemment qui vont être surchargées, donc à 64. Mais qu'est-ce aussi pour un technicien, un maçon, un boulanger, un carreleur? Je pense que voilà, il n'y a pas beaucoup de députés qui ont dû poser du carrelage dans leur vie. Et voilà, se rendre compte que travailler dans le manuel tardivement, c'est très compliqué. Alors oui, il y aura du reclassement. Mais non, il n'y aura pas de reclassement pour tout le monde. Tout le monde ne pourra pas faire du secrétariat. Tout le monde ne pourra pas faire de l'informatique. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous disons non à cette réforme. Et je regardais aujourd'hui aussi le projet de financement par rapport à la retraite. Le décalage qui prévoit pour cette année de réforme, eh bien c'est quand même 200 000 personnes par an qui devraient être décalées par rapport à cette réforme des retraites. 200 000 personnes qui vont devoir décaler leur retraite suite à cette réforme. Donc évidemment, soyons nombreux le 31. Alors, on avait beaucoup de sujets à évoquer et puis on aurait pu éventuellement ensuite vous parler aussi des services actifs dans certaines branches de la fonction publique, dans l'armée, voilà, mais j'imagine que vous avez plein de réactions à nous faire, donc on va vous proposer de parler. Effectivement, j'ai vu ta main, Alain. Alors, on va te donner un micro, ce sera mieux. Non, j'ai pas besoin de micro. D'abord, sachez que je suis heureux. Attends, Alain. Ah ouais, mais j'ai pas le micro, ça me met de la tremblote. C'est là, je peux t'arrêter de voir. Alors d'abord, je suis très heureux de voir une intersyndicale ainsi réunie, déterminée à faire échec à cette contre-réforme des retraites. Je ne doute pas, nous y arriverons. Mais je profite de votre présence à tous ici, mesdames et messieurs, pour vous alerter ou vous encourager pour que vos élus, vos mandatés, ceux des CSE et vos délégués syndicaux, portent un discours ferme qui défende et prenne en charge la cotisation sociale. J'y suis attaché. Tu as dû nous dire tout à l'heure que les exonérations de cotisation annuelles, c'est à peu près avec le CICE 80 milliards d'euros. Comment on peut régler des affaires aussi simples? Il suffit d'arrêter les exonérations.
j'aimerais aussi, lors des négos, quand on discute de choses telles que l'intéressement, le PDSE ou le PERCO, nous ayons une position ferme, puisqu'il s'agit déjà d'entrer dans un système de capitalisation. Moi, je suis à la CGT. On m'a appris quand j'étais petit, il y a 30 ans, la répartition de la richesse, c'est le partage de la valeur ajoutée. Ce n'est pas le partage de la plus-value. Donc, j'ose espérer que demain, pour que nous n'ayons pas à nouveau des contre-réformes à gérer, que partout dans les entreprises, nous défendrons ardemment la répartition de la richesse au travers le partage de la valeur ajoutée, que nous nous opposerons au P2E, à l'intéressement et au PERCO. PERCO veut dire plan d'épargne retraite collectif. Moi qui suis un ancien du Crédit Agricole. Alors tu feras vite parce que je pense qu'il y a des questions aussi derrière. Mais c'est important que ce que je dis, c'est pour l'avenir. C'est très important et je suis d'accord avec toi en plus. Il y a déjà 30 ans qu'on argumentait auprès de nos clients, sociétaires à l'époque, qu'il fallait absolument anticiper parce qu'un jour, nous aurions un problème sur les retraites. Et les collègues et moi-même, nous empressions de vendre des produits d'épargne qui, bien entendu, nuisent à celui de la répartition. Donc, mesdames et messieurs, continuez ainsi à être unis pour combattre ce que j'aime le bois, le capitalisme. Derrière Alain, je ne serai pas aussi brillant. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur la répartition et sur tous les autres points. Moi, deux remarques. J'étais secrétaire général de Force ouvrière avant Jocelyne. Je n'ai jamais connu ce que nous connaissons ce soir, l'unité totale. Et dans cette condition, comme tout le monde est là, on va gagner. Ouais. Deuxièmement, vous dites, nous disons gagner la bataille de l'opinion. Alors effectivement, l'opinion, elle est noyée sous des discours. Il y a une chose que l'on ne dit pas assez, c'est qu'à une condition, c'est la carrière complète. Parce que tout le discours qui est tenu sur n'importe quel aspect, et beaucoup de salariés, vous savez, les salariés syndicalistes, vous savez tous que c'est les collègues qui viennent vous voir pour vous calculer leur retraite. Parce qu'eux, ils ne savent pas, ils ne sont pas posés de questions, ce qui est légitime. Mais que la carrière complète est la condition sine qua non pour tous les éléments de communication qui sont fournis, qui sont déjà inacceptables. Alors imaginez, quand un gouvernement de gauche a créé le temps partiel choisi, les patrons se sont saisis tout de suite pour en faire du temps partiel contraint. Combien ont des carrières complètes? Très peu. Et donc, comme vous parliez tout à l'heure de 65, 66, 67, 71 ans, c'est l'avenir de la de la majorité des salariés d'aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais dire. Unis, on va gagner. Oui, Jean-Pierre Papot, je suis un militant de l'Union syndicale des retraités CGT, du département. Moi, je voulais parler d'une chose qui n'est pas souvent abordée sur cette question, parce que j'ai entendu ce matin un député du Modem, là, qui parlait de la situation privilégiée des retraités qui avaient un patrimoine, heureusement pour eux, avoir remboursé des prêts pendant 20 ans, 25 ans, parfois plus. La situation, je vous parle des Deux-Sèvres parce que c'est celle que je connais le mieux. Les privilégiés en Deux-Sèvres, c'est 2 tiers des retraités qui perçoivent moins de 1 200 €. Dans ces 2 tiers, 50% perçoivent moins de 1 000 €. 5% seulement sont au-dessus de 2 500 €. Mais je voulais vous parler de cette situation et des conséquences que ça peut avoir, je dirais, sur la fin de vie. Parce que, évidemment, les retraités qui partent avec ces situations-là sont amenés, quand ils vieillissent, à aller en EHPAD, aller dans les foyers, etc., etc.
Le ticket d'entrée, c'est 2000 €. Hein. C'est 2000 €. Je ne compte pas les suppléments liés à la dépendance, etc., etc. Ça veut dire que la plupart des retraités ne pourront pas se payer une entrée en EHPAD. Et alors, que feront les EHPAD? Ils iront chercher dans un premier temps le patrimoine des retraités. Ils feront signer une caution solidaire, si c'est nécessaire, en intégrant les enfants d'une manière solidaire et indéfinie. S'il n'y a pas de patrimoine, c'est-à-dire la situation d'un certain nombre de retraités qui sont locataires, on ira chercher directement les enfants. Vous connaissez les salaires qui prévalent dans la région. Ça veut dire qu'il y a un autre aspect dans le retard ouvrant droit à la retraite. Imaginez, à 64, 65 et plus, vous aurez des parents qui en auront 85 et plus. C'est-à-dire qui seront en EHPAD. Je peux vous dire, pour être confronté à cette situation en ce moment, qu'il y a un certain nombre de démarches administratives. Si vous êtes en retraite, ça peut aller. Si vous êtes encore au boulot, eh bien les camarades, je vous en promets. Parce que le problème aussi, et c'est l'envers du décor, mais vous le connaissez bien, c'est qu'aujourd'hui on a tellement démuni les services publics. Il n'y a plus d'interlocuteurs. Il y a des répondeurs. Tapez 1, tapez 3, tapez 4, et au bout d'une demi-heure, pouf, on raccroche. Et il faut recommencer. Donc je crois que, pour terminer, on attend toujours une loi sur le grand âge, depuis 2018 que Macron la promet. Je crois qu'on pourra attendre un peu, parce que pour rejoindre mon camarade Babin, on était collègues d'entreprise, tout ce qui est intéressement, participation, ce qui est très intéressant, c'est de suivre la traçabilité de l'argent. Ces fonds qui sont gérés par les banques et les assurances vont investir des fonds de pension, lesquels fonds de pension se retrouvent dans le capital des EHPAD, à titre européen, par exemple. Donc vous voyez, la traçabilité de l'argent et la manière dont ce système capitaliste va récupérer effectivement le patrimoine des retraités et parfois celui des enfants. Merci. Bonsoir, moi je me présente, je suis Edoardo Tedesco, je suis italien. Et très souvent, j'entends aussi des gouvernements, j'entends qu'il y a des autres pays, la France est le seul pays qui a 62 ans, les autres sont l'Italie est 67, c'est le pire. Donc, au lieu de prendre les pires exemples, on doit faire que la France est l'exemple. Alors, je suis une ancienne temps partiel, j'ai fait pratiquement toute ma carrière à temps partiel, donc je connais particulièrement cette problématique-là. Et je vais juste commencer par deux petites anecdotes pour situer dans la chronologie du passé, parce que c'est bien, là, tout le monde est là. Et si je suis là, c'est souvent parce que tout le monde est là. Voilà, je le redis aujourd'hui. J'ai commencé, j'ai fait 68, et j'ai vu arriver les accords de Grenelle. Eh bien, déjà, le verre était dans le feu avec les accords de Grenelle, parce que les accords de Grenelle étaient prévus pour les temps pleins. Et que juste après les accords de Grenelle, eh bien, qu'ont fait les patrons, ils ont découvert à quel point c'était fabuleux le temps partiel. Première petite graine, petit lien dans le fruit. Voilà. Et on y a tous participé à un titre ou à un autre, donc voilà, enfin, pour ceux qui étaient là à cette époque-là. Deuxième chose, j'ai fait une carrière à temps partiel, donc majoritairement, et donc, pour autre petite anecdote, un jour, fin juillet, est voté le passage des 10 meilleures années au passage des 25 dernières années. J'aurais bien aimé qu'à ce moment-là, il y ait cette même mobilisation générale, voyez-vous. Parce que moi, j'ai fait un petit calcul, c'est amusant, parce que je ne suis pas très intéressé matériellement,
J'ai fait le calcul qu'en passant des 10 meilleurs aux 25 meilleurs, étant une femme, ayant travaillé à temps partiel, dans l'hôtellerie-restauration, une carrière en pointillé totale, il se trouve que j'avais eu 10 années extraordinaires. J'ai perdu entre 200 et 300 euros de retraite, je m'en plains pas, hein, voilà, c'est comme ça. Quand, je ne sais plus quelle année c'était, on est passé fin juillet 93, juste au moment de la fameuse modification et qu'on a quitté les 60 ans et les 37 trimestres et demi, parce que je me suis un petit peu... j'ai beaucoup lu là depuis 15 jours, vous voyez, des choses que je ne savais pas, donc 93. Donc voilà. Donc maintenant, en général, bien sûr, et c'est intéressant que Riester se soit autant planté, c'est quand même fabuleux. Quand il y a des plantages comme ça, il faut surtout ne pas les rater et les accentuer en indiquant que c'était les femmes qui étaient le plus pénalisées. Sauf que ça fait longtemps qu'on le sait et qu'enfin peut-être on va se réveiller pour se rendre compte que les femmes sont les plus pénalisées parce que ça fait un moment que tout le monde ici le sait quand même, non hein? Alors, vous parlez, vous discutez avec des... Moi j'ai découvert quand je suis partie Alors, je vais vous dire, après je vais essayer de ne pas être trop longue, j'ai fait 4 ans de rab. J'aurais pu partir à 60 ans. J'avais tous mes trimestres à 60 ans. Mais à 60 ans, si j'avais pas eu la surcote, alors d'ailleurs je ne sais même pas si elle va être prévue pour ceux qui veulent prolonger, s'il n'y avait pas eu cette surcote pour les trimestres, je vous dis que je serais parti en retraite à 1100 euros, mais en ayant fait mes 4 ans de rab avec surcote, je suis parti à 1500. Voilà, ça c'est la réalité. Mais c'est surtout quand j'ai fait mon dossier de retraite et que j'ai découvert que mes trimestres à temps partiel étaient validés parce que j'étais bien payé. Qui s'indigne depuis des années du fait que les trimestres pour les femmes ne sont validés que si elles sont bien payées et que si elles ne dépassent pas le plancher. Voilà, ça c'est ma petite introduction liminaire parce que j'ai mijoté tout ça, j'ai beaucoup potassé. Voilà, hein, donc je voulais vous poser ça là aujourd'hui. Je suis allé aussi sur le site, alors je ne sais plus si c'est la CGC ou la CNTC, où ils font une très très bonne analyse de l'absence totale de risque pour l'équilibre financier. J'avoue que c'est là que je l'ai trouvé, on peut peut-être le trouver sur d'autres sites que ça aussi, mais c'est là que je l'ai vu. Voilà. Et autre chose, je viens avec quelqu'un qui a commencé à bosser à 14 ans. Il a commencé à bosser à 14 ans, il a commencé à bosser à 14 ans, et bien il a encore, il est en plein dans le créneau, il est né en 62, il est en plein dans le créneau là. Hein? C'est-à-dire qu'il a employé disant avril, et il y a plein de choses qui ne comptent pas, enfin c'est absolument effarant. Voilà, donc le sujet, je suis en plein dedans aussi. Donc j'ai les deux aspects, temps partiel, et ce temps de quelqu'un qui a une carrière très très longue, et je crois que j'ai perdu la chose principale de ma... On y reviendra. Voilà, bon voilà, c'était des choses que... Ah si, j'oublie quelque chose. Alors là, je me dis, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Parce que comme personne n'en parle, mais comme je suis spécialiste de la périphérie, pour les gens qui me connaissent, ils savent que j'aime bien faire la périphérie, personne ne parle des régimes spéciaux. Et alors, je vais vous citer un petit exemple, j'ai été conseillère municipale pendant 5 ans. Ça fait au moins 20 ans que je dis, mais quand est-ce qu'on va s'intéresser aux retraites des élus, de gauche comme de droite? Et j'attends aussi là. Hein, et je ne parle même pas de la contre-réforme, j'ai déjà beaucoup plus élargi le débat autre chose. Je vais peut-être apporter quelques éléments avant peut-être de poursuivre les prises de parole, les interventions dans la salle. Deux choses. D'abord, par rapport à ce monsieur italien qui vient de faire cette remarque fort juste concernant les comparaisons avec les autres pays dans l'Union européenne. Mais en fait, c'est très simple. Pour cette Union européenne, il s'agit d'aligner tout le monde, mais évidemment pas par le haut. Enfin, pas par le haut, si, là, du point de vue de l'âge, si, ce sera par le haut. Mais en l'occurrence, il y a effectivement une différence fondamentale dans la construction des systèmes de retraite, par exemple, mais d'autres sujets de la même façon. Et le système en France n'est pas celui ni de la Suède, ni de l'Italie, etc. Et évidemment qu'on est pour nous aussi que notre système, alors pas celui qui a commencé à se dégrader, mais celui que nous avions
il y a quelques années puisse être éventuellement reproduit ailleurs. Mais c'est l'inverse qui se fait avec cette Union européenne, puisque en l'occurrence, il s'agit de faire marcher le dumping social et de réduire le coût du travail. Donc, faire marner tout le monde et le plus longtemps possible et que la protection sociale coûte le moins cher possible à terme. Concernant les régimes spéciaux, là aussi, il y a une arnaque absolue dans l'affaire, et c'est un peu la même logique que celle qui concerne le report de l'âge pour tous ad vitam aeternam. Il s'agit simplement d'aligner tout le monde sur un régime de base, et tous dans le même régime, le régime général. D'ailleurs, on peut se poser la question, si on y regarde bien, c'est que, au final, en modifiant à ce point et en transposant certains régimes dans le régime général, finalement, le fameux régime universel auquel ils aspiraient tant, on commence à s'en approcher si ça se met en œuvre. Hein. Et en l'occurrence, les régimes spéciaux, moi je le rappelle de manière systématique, comment se sont constitués les régimes spéciaux? C'est simplement branche professionnelle par branche professionnelle, tenant compte de la pénibilité. Les partenaires, alors on dit partenaires aujourd'hui, mais les interlocuteurs sociaux, ou les parties prenantes, patronat et organisations de salariés, construisaient des régimes en fonction et de la pénibilité et des moyens dont ils disposaient pour mettre en place des compensations aux difficultés des métiers en question. Et c'était pas gratuit, hein. Ça n'a jamais été gratuit pour les salariés concernés, ça n'a pas été des cadeaux que certains auraient bien voulu accorder à certains métiers privilégiés. Ça n'a strictement aucun sens. Ce qui a du sens par contre, c'est que ces métiers-là, ces salariés-là, avaient une part de contribution dans la mise en place de ce régime. C'est-à-dire qu'en contrepartie, eh bien, on leur augmentait pas, ils n'avaient pas les niveaux de salaire qu'on peut avoir ailleurs. Quand ils n'augmentaient pas les salaires, puisque ça ne produisait pas en matière de résultats ce qu'on peut attendre dans une entreprise privée au sens strict, eh bien, ils compensaient ça par d'autres avantages, du type, par exemple, dans l'énergie notamment, eh bien, des tarifs privilégiés, préférentiels, disons, sur l'énergie. Bon. Mais ce ne sont pas des cadeaux. Et ça aussi, il faut le déconstruire, j'ai entendu ce mot-là, mais c'est exact. Et nous, on ne demande qu'en fait à ce que toute pénibilité, tout métier, et non pas tout cas individuel face à sa propre situation, mais tout métier soit considéré en fonction de sa pénibilité et que des régimes spéciaux liés à ces pénibilités soient mis en place. Et ça, c'est une revendication extrêmement forte et que donc tout le monde bénéficie des régimes adaptés à la situation des métiers en question. Voilà. Je voulais ajouter aussi sur cette question des régimes spéciaux, elle rejoint la question aussi des différences entre les pays européens, c'est-à-dire que là, à chaque fois, on nous parle de caler les choses sur le moins-disant social. Eh bien, on pourrait très bien caler les choses sur le mieux-disant social et effectivement adapter le régime général pour qu'il permette des avancées sociales qui ont été obtenues dans les régimes spéciaux. Et je voulais revenir sur autre chose. Effectivement, faut intégrer ces choses parce que aller vers un régime universel, pourquoi pas? Je ne pense pas qu'il y ait une organisation qui soit forcément opposée si le régime universel, c'est le régime mieux-disant. Il n'y a pas de problème. On peut se dire qu'effectivement, si le régime universel, c'est la retraite à 60 ans avec même des départs plutôt selon les pénibilités constatées, voilà, pourquoi pas, on est prêt à en discuter de ce régime universel, mais ce régime universel, il doit être mieux-disant social. Voilà. Et puis je voulais revenir pour dire un truc aussi qu'on avait oublié de dire, c'est que la retraite, c'est la branche vieillesse de la sécurité sociale. Et ce qu'on a pu constater dans certains rapports, c'est que si on touche trop à la retraite, la branche vieillesse de la sécurité sociale, on impacte directement au moins deux autres branches, que sont la branche santé, voilà, parce qu'il va y avoir un impact direct sur la santé, et la branche AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle. C'est deux branches qui sont impactées directement. Voilà. Donc,
on voit que la déconstruction, en plus de notre retraite, elle vient aussi permettre au gouvernement d'avancer sur la déconstruction d'autres branches derrière, voilà, en disant le trou de la Sécu augmente. Voilà, le trou de la Sécu, il faut voir que c'est eux qui l'ont créé et c'est eux qui continuent de le creuser, surtout avec les exonérations de cotisations sociales. Oui, bonsoir, voilà, moi je suis Mathieu. Je travaille dans le secteur médico-social, dans le champ du handicap. Alors, effectivement, là, aujourd'hui, cette réforme qui amène, qui propose une retraite à 64 ans, âge légal de départ, mais comme ça a été largement répété à la tribune et parmi les interventions, évidemment, avec l'augmentation du nombre de trimestres à cotiser, c'est évidemment bien plus tard que dans les salariés vont devoir partir pour avoir une retraite, en tout cas à taux plein, ou en tout cas pour essayer de l'avoir. Dans notre secteur, c'est extrêmement compliqué. Rappelons qu'aujourd'hui, on propose l'âge légal de la retraite à 64 ans dans le secteur médico-social, en EHPAD. Est-ce qu'une aide-soignante, est-ce qu'une AES, une aide médico-psychologique, va pouvoir aller jusqu'à 64 ans, travailler en EHPAD, ou employer pour personnes handicapées, sachant que l'âge légal pour rentrer en EHPAD est de 60 ans. Ça a été dit, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, dans notre secteur, effectivement, ça a été aussi rappelé, la pénibilité n'est plus prise en compte par secteur, par catégorie professionnelle, mais il faut aller prouver, effectivement, il faut tomber malade pour faire reconnaître aujourd'hui la pénibilité, c'est extrêmement compliqué, et on a énormément, en tout cas nous, de collègues qui évidemment déjà ne vont même pas jusqu'à 60 ans, pour lesquels c'est compliqué, qui se retrouvent en inaptitude, des collègues qui ne peuvent plus travailler sur les groupes avec des enfants, qui demandent, quand c'est possible, le reclassement. J'ai un collègue, Gilles, qui a demandé son reclassement à 58 ans en tant que chauffeur, alors qu'il était éducateur spécialisé, parce que ce n'était plus possible pour lui de travailler sur des groupes d'enfants à l'âge qui sont surchargés, et pour qui ça devient extrêmement compliqué. Donc cette réforme, ça a été largement dit, elle est extrêmement néfaste, mais cette réforme, en réalité, elle est encore plus néfaste que les réformes qu'on subit depuis 1993. Et donc, il faut effectivement, il est impératif de gagner et de faire reculer le gouvernement sur cette réforme, parce que si on les fait reculer, ça sera une victoire qui doit en amener d'autres, mais il faut aussi continuer à combattre les réformes précédentes, et il faut revenir effectivement à la retraite à 60 ans, il faut revenir à 37 ans et demi de cotisation, parce que sinon, de toute façon, aujourd'hui, les collègues dans nos secteurs et dans l'ensemble des secteurs, ils n'iront pas jusqu'à 62, ils n'iront pour certains pas jusqu'à 60, et aujourd'hui avec les retraites de misère. Donc combattons cette réforme, combattons les réformes précédentes, et soyons combatifs pour obtenir de nouvelles avancées sociales. Bonsoir, Jérôme, je suis à l'Union syndicale solidaire. Je rebondis sur le trou de la Sécu. Ça fait l'introduction sur ce que je voulais dire. En 1948, le patronat a parlé du trou de la Sécu. Voilà, c'est qu'ils étaient un peu pétés au sortir de la guerre, ils ont été obligés de prendre quelques mesures, notamment la sécurité sociale. Bon, il y a eu quelques grèves, il y avait 3 millions de communistes avec des fusils, donc c'est vrai que ça calmait un petit peu à l'époque. Mais ils ne supportent pas de payer pour les travailleurs et les travailleuses notre protection sociale comme tu l'as développé, David. Et c'est pareil avec la retraite aujourd'hui. Ils ne veulent surtout pas qu'on travaille jusqu'à 67 ans, parce que tout le monde le dit plus ou moins. Moi j'ai 56 ans, si je pouvais déjà arrêter de bosser, ça les arrangerait, parce que je produis vachement moins que les jeunes et tout ça, des grands classiques. Donc ce qu'ils veulent, c'est qu'on parte toujours tôt, mais avec le moins de pognon possible. Donc c'est une nouvelle attaque, non pas sur notre droit, ça va au-delà de notre droit à la retraite, c'est une attaque pour nous rendre le plus pauvre possible. C'est ça l'objectif de ces retraites. Donc moi je reprends à 100% l'intervention de mon camarade de la CGT. Bien sûr qu'il faut résister à cette retraite, mais il faut aller chercher des nouveaux comptes sociaux. C'est ça, il faut remettre en place la protection des travailleurs et des travailleuses. La moitié des gens qui partent à la retraite sont plus en activité.
Ils sont soit déjà malades, soit en rupture conventionnelle, soit au chômage. Et d'autres l'ont dit, en plus on a réduit leurs droits en termes d'assurance chômage. Donc la priorité, c'est effectivement de gagner ce combat et d'en enclencher d'autres. Il faut qu'on fasse la démonstration, et là, c'est vrai, en tant que syndicat, 8 organisations syndicales à une tribune qui se battent sur 2 mots d'ordre clairs, nets et précis, c'est non à la retraite à 64 ans, non à l'allongement de la cotisation et retrait du projet. Il faut en profiter, il faut construire partout où c'est possible, construire des reconductibles, des AG comme d'autres l'ont dit, et puis il faut enclencher la machine, il faut aller rechercher des droits parce que c'est comme ça qu'on se protégera mieux. Alors Valérie, moi je voulais rebondir sur, je voudrais encore aller plus loin que les 37 annuités de NIF qui avaient été obtenues en 1981 et l'âge maximal à 60 ans. Et en considérant le petit clin d'œil que nous a fait Romain tout à l'heure, qui disait qu'à partir du moment où on était en études ou en apprentissage, enfin peu importe, quand on était jeune, et qu'on commençait à travailler ou qu'on était à l'école pour poursuivre des études, ce qui est du travail, on est un salaire à vie qui commence dès l'âge de 18 ans, soumis à la cotisation sociale pour une bonne répartition de toutes nos richesses. Voilà. Donc à ce moment-là, on ne parlerait plus d'âge max, de trimestre maximal, et l'âge maximal serait 60 ans. Mais pour les moins pénibles, dirons-nous. Avant d'aller boire un coup, oui, prise de parole. Moi, je voulais réagir rapidement à ce qu'a dit le camarade de la CGT, Crédit Agricole, je crois, sur le PERCO, l'intéressement, machin, tout ça. Tu pourrais ajouter les primes Macron qui nous servent depuis 2-3 ans, qui sont décotisées, défiscalisées la totale. Le sujet, c'est quoi? C'est le financement, c'est la cotisation sociale, pas la charge, comme disent certains DRH. Alors, je suis malheureusement un peu à l'aise pour parler de ça, ou pas très à l'aise pour en parler, parce que je suis délégué syndical à Intermutuel Assistance, comme je vais parler de ma petite entreprise locale. Oui, un petit, ah oui, on peut pas. Mais donc nous, on négocie les NAO, les fameuses NAO tous les ans, les négociations annuelles obligatoires dans le privé, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc nous, ce qu'on demande, c'est des augmentations des salaires, parfois même différenciées pour favoriser les plus bas salaires, parce qu'on a des bas salaires chez nous, eh oui. Même si IMA peut-être véhicule une autre image, mais on a des bas salaires. Nous on dit, ce qui est vertueux, c'est la cotisation sociale, c'est le salaire. Voilà, on est d'accord. Et puis le patronat, le patron il dit non. Alors vous demandez l'inflation, vous aurez moins, mais par contre on va vous donner une prime Macron. Voilà. Donc et c'est peut-être là que il faut rester très humble, parce que l'objet c'est l'unité syndicale et on a tous fait des erreurs, moi le premier. Mais c'est parfois compliqué dans la réalité des négociations, des petites comme des grandes entreprises, de dire non, on veut pas la prime, nous on veut du salaire, parce que le salaire c'est vertueux, les cotisent, on veut de la cotise. Alors j'avais dit que je ne parlerais pas de chiffres tout à l'heure, mais je vais en parler quand même, voilà. 80 milliards d'euros de dividendes ont été versés par les entreprises du CAC 40 en 2022. Je lis dans mon petit document. On pourrait inventer une cotisation sociale là-dessus, non? Nous on a un client qui vient d'arriver, il s'appelle Stellantis, il fait partie du CAC 40. Vous voyez, bon, je suis sûr qu'il serait un peu moins casse-bonbon avec les prix qu'il nous demande de lui faire. Il y a des économistes qui ont proposé d'augmenter les cotisations patronales. Ben oui, plus 0,8 c'est 12 milliards, ça serait pas mal. Bon, alors voilà, sur le financement, il y a plein de solutions. Mais encore une fois, c'est un projet collectif porté par les politiques, mais personne ne le porte, ce projet. Je reviens à ma petite situation de délégué syndical. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, les patrons disent, non, vous n'aurez pas l'inflation, vous aurez moins, et une prime Macron. Eh ben, et parfois, peut-être, on l'a signé. Moi pas, parce que peut-être qu'avec nos adhérents, on a dit, non, on veut pas ça. Mais si on dit non, on a moins, ou pas grand-chose.
Voilà, donc le rapport de force il est compliqué parfois, c'est la loi du terrain, et je dis ça en toute humilité parce que on est en unité syndicale et dans mon entreprise on n'est pas toujours d'accord entre syndicats, mais c'est un vrai sujet ça, c'est un vrai sujet, et le patronat il a la main parce que c'est lui qui décide au bout du compte. Voilà, c'est pas oui on négocie jusqu'au bout pour trouver, non, c'est on ne peut pas trop payer de cotises, on doit charge, eux ils disent charge. Donc c'est important de savoir que dans les négos de tous les jours, dans les entreprises, et je pense qu'il y a beaucoup peut-être dans l'Assemblée des personnes qui ont eu cette expérience, mais dire non, parfois il nous arrive de se contredire par rapport à nos valeurs, je veux dire ça comme ça, mais on l'assume. D'ailleurs, en ce moment, on va être obligé de renégocier intéressant pour tout vous dire, Aïma, c'est compliqué de dire non, parce que si on dit non, l'argent qui est prévu, le budget, il va où? Il n'ira pas dans les augmentations générales. Et c'est là qu'il nous, j'allais dire un gros mot, mais qui nous, on est coincé quelque part. Mais peut-être qu'à un moment, la pédagogie, parce que c'est un peu de pédagogie auprès des salariés, de leur dire, il faut qu'on tienne collectivement. Peut-être qu'on doit retravailler ça dans les entreprises, encore une fois avec beaucoup d'humilité, pour porter des fronts syndicaux qui disent non, on veut pas, on veut de la cotise, on veut du salaire. Voilà, j'arrête là mais c'est intéressant de voir ça parce que, comme disait Jérôme, les patrons, ils ont toujours le dernier mot. Et là maintenant, ça va être différent, je vous le garantis. Allez, bonne soirée, je laisse la parole à mon collègue. Je vais juste ajouter un petit mot, c'est un chiffre, mais il est important. 780 000, c'est le nombre de signatures que la pétition de l'intersyndicale vient d'atteindre ce soir. Alors tout le monde peut y participer, vous allez sur internet, c'est change.org retraite. Et il faut continuer à signer cette pétition pour vraiment montrer qu'on est contre. C'est ça, merci à toi. Pour la signer. Donc, moi je me présente, donc c'est Mickaël. Donc en parlant de régimes spéciaux tout à l'heure, moi je suis concerné, je suis Reaper. Donc nos anciens, à l'époque, pouvaient partir à 55 ans. C'est-à-dire 15 ans derrière le camion leur permettait de partir à 55 ans, quand il n'y avait pas la décote. Après la décote, c'est plus compliqué, parce qu'on nous autorise maintenant à partir à 57 ans, si la réforme ne passe pas, parce qu'autrement ça sera à plus. Et donc, mais à 57 ans, ça veut dire avec une décote. Donc ça aussi c'est important. Donc c'est les régimes spéciaux, on a déjà mis un peu un coup de pied dedans, quoi. Et puis tout à l'heure, on parlait de la médecine du travail. C'est vrai que sur la pénibilité, c'est bien beau de nous dire il y aura la médecine du travail. Moi, je travaille à la Cannes, on a été 4 ans sans médecin du travail. Donc c'est important. On a un métier où on doit avoir un suivi avec plein de choses qui sont mises en place. Et sans médecin, pas de test d'effort, pas de choses comme ça. J'ai des collègues qui sont à 55, là, même un peu plus, ils sont cassés. Ils sont cassés. On a évité des problèmes cardiaques avec les tests d'effort et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut sur les régimes spéciaux, mais c'est des conquis qui ont été faits sur la pénibilité du travail et on veut remettre ça en cause et c'est pas normal. Donc voilà. La pénibilité, l'exemple donné, on y pense tous. Mais il y a aussi des critères de pénibilité qui sont invisibles, comme certains handicaps le sont. C'est le stress, les risques psychosociaux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des objectifs partout. Un cadre commercial, s'il n'a pas fait son infarctus à 58 ans, c'est qu'il n'est pas bon. 59, il va être viré. Voilà. Donc c'est aussi des choses qu'il faudrait qu'on prenne en compte, en plus de tous ces métiers qu'on connaît déjà. Voilà. Tout à fait d'accord. Bravo. Juste pour appuyer le propos du camarade Reaper, ça prend 30 secondes. Le métier de Reaper, c'est quand même le métier où le taux de mortalité avant la retraite est le plus élevé, c'est avant les égoutiers. Enfin, non, après ou avant les égoutiers. Donc je pense que ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Oui, c'est un métier où, avec cette réforme, même dès aujourd'hui, on meurt très souvent avant d'atteindre la retraite. Donc ça devrait être bien sûr pris en compte. C'était juste pour appuyer sur ça.
Alors, on vous remercie d'avoir été très attentifs et du coup, on va pouvoir continuer de discuter en buvant un petit coup tous ensemble. Voilà, et puis si vous voulez bien, éventuellement prendre votre chaise et la remettre sur la pile en sortant. Comme ça peut aider. Voilà. Mais je vous invite à ce qu'on puisse continuer à discuter autour d'un petit verre. Ce sera très amical et fraternel comme ça. À tout de suite.